Alors, la voix que vous entendez peut-être, qui est suraiguë, c'est celle de Quentin. J'enregistre ce cours qui va porter sur la correction de l'explication de texte tiré d'un texte de John Stuart Mill, chapitre 2 de la liberté, consacré à la liberté de discussion et de pensée. Alors, des remarques d'ordre général sur les copies que j'ai pu lire. Dans ce groupe en particulier, euh, j'ai lu 3 copies absolument remarquables qui se distinguent nettement du reste des autres copies, et d'un reste qui est d'ailleurs tout à fait sérieux, mais qui ont vraiment approfondi d'une manière exemplaire le travail d'analyse conceptuelle et le travail d'analyse critique, tout en demeurant parfaitement clairs. Ce sont vraiment d'excellentes copies qui auraient sans aucun doute eu de très très bonnes notes en conditions réelles d'examen au baccalauréat. Alors, euh, de manière globale, à quelques exceptions près, le travail a été très sérieux, le texte a été plutôt bien compris. Ce qui a pu pêcher, c'est d'une part le travail d'explication qui correspond dans la méthode que je vous ai donnée au deuxième paragraphe, et le travail d'analyse critique qui le plus souvent se contentait de plaquer les quelques remarques que j'avais pu faire en cours préparatoire et qui ne les avait pas vraiment développées. Il y a, pas dans ce groupe-ci, mais dans l'autre groupe, des, des sorties de pistes très étonnantes. Euh, Il y a notamment une copie qui m'a fait une dissertation sur la liberté d'expression en prenant le texte comme prétexte. J'avais vraiment dit en faisant la méthode de l'explication de texte que c'était un des écueils. Bah, ça n'a pas manqué. C'est effectivement ce qui s'est produit. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et j'ai eu quelques copies très peu sérieuses, mais dans l'ensemble, je n'aurais pas grand-chose à dire de plus que ce qui a déjà été fait. Le, le meilleur des corrigés, c'est d'aller lire les meilleures copies. C'est vrai pour la dissertation, comme c'est vrai pour l'explication de texte. Et là, vous avez en particulier dans ce groupe de quoi faire, puisque les 3 élèves concernés sont ici. Demandez-leur gentiment de vous prêter leur copie pour faire des photocopies et vous allez pouvoir peut-être mesurer l'écart de méthode et surtout d'approfondissement qu'il peut y avoir entre ces copies-là et les vôtres. Euh, alors, euh, quelques remarques de forme. En fait, une remarque qui revient souvent dans vos copies, quelque chose qui ne va pas du tout, c'est l'annonce du plan dans l'explication de texte. Euh, j'ai mis à de nombreuses copies, soyez plus explicite. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand vous annoncez le plan, il faut me dire ce que fait l'auteur précisément, que j'en ai une idée précise dès l'introduction. Ça, ça peut me laisser penser que vous n'avez pas compris le texte quand vous dites, quand vous tenez des propos très vagues à propos du plan. Et c'est souvent le cas. Okay, ça, c'est le gros défaut de méthode que j'ai pu rencontrer. Globalement, vous avez parfaitement pigé la structure en 3 paragraphes. Un premier paragraphe qui expose la forme de l'argument de l'auteur, un deuxième paragraphe qui rentre dans le détail des concepts, et un troisième paragraphe qui en propose une analyse critique. Ça, c'est plutôt un très bon point. Simplement,
en ce qui concerne l'analyse critique, vous n'avez pas toujours été très inspiré. À savoir que bah, vous avez parfaitement enregistré les quelques informations que j'ai pu vous donner, les quelques pistes que je vous ai données, mais ce n'était que des pistes, il fallait les approfondir. Alors, il y a un élève, j'en parle parce qu'il n'est pas là, donc si jamais il voit la vidéo, ça lui fera plaisir. Euh, c'est Enzo, qui a vraiment, lui, c'est vraiment très, 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 très intéressant parce que, au fond, il s'est vraiment, bon, il n'a pas vraiment, vraiment, vraiment approfondi l'explication, mais ce qu'il a fait, en revanche, c'est qu'il est revenu dessus au moment de la partie critique. Et c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que la partie d'approfondissement critique, le troisième paragraphe, en réalité, ça sert à mieux comprendre le texte. Ça sert à l'expliquer encore une fois. En, en fait, il faut comprendre qu'en adressant des objections fondées à l'auteur et en essayant de comprendre comment l'auteur y répondrait, on explique le texte, on dégage le sens du texte. Imaginez, j'aime bien cette métaphore parce que c'est vraiment une métaphore qui est opératoire. Il s'agit d'interroger le texte. Donc on peut prendre la métaphore de la garde à vue. En posant des questions au texte, en lui adressant des objections, en le mettant face à ses contradictions, vous le comprenez mieux, vous le cernez mieux. C'est une phase qui est parfaitement explicative aussi, hein, cette phase d'analyse critique. Alors, que dire d'autre? Que dire d'autre avant d'attaquer le fond du texte? Bah, grosso modo, ça va. Grosso modo, ça va. Ah si, une erreur qui vraiment m'a quasiment flingué cette espèce de week-end du 11 novembre, c'est une faute d'orthographe que je ne veux plus jamais revoir. Opinion, ça s'écrit O-P-I-N-I-O-N, hein, et non pas O-P-I-G-N-I-O-N. Hein. Ça, vraiment, j'en peux plus. Et surtout, c'est une opinion et pas un opinion. Hein. Donc, ça ne s'écrit pas comme champignon et c'est féminin. Une opinion. Okay. Bon, à part ça, globalement, il y a un équilibre à trouver dans une explication de texte et vous ne l'avez pas toujours trouvé. Il faut que votre explication soit proche du texte. Autrement dit, il faut le citer de manière régulière. Il faut que ces citations soient ponctuelles, c'est-à-dire vous ne citez pas une phrase, d'autant que le texte doit faire combien de phrases 4 phrases, c'est ça 4 phrases. Donc, vous ne pouvez pas citer une phrase entière, mais en revanche, il faut citer le texte et le situer ligne à ligne. Okay. J'ai vu beaucoup de copies qui reformulaient le texte, mais qui, du coup, se détachaient complètement du texte à la fin, finissaient par survoler le texte. Il y a une bonne manière, en fait, de voir que l'élève a fourni un travail sérieux, c'est, tout simplement, est-ce qu'il a lu le texte? Et ça se voit, en fait, dans une copie. C'est-à-dire, si vous citez le mot postérité, vous allez devoir l'expliquer et essayer de comprendre le rapport, par exemple, que Mill entretient au temps dans le texte. En gros, ça vous fait rentrer dans une phase d'analyse du texte en citant simplement le texte. Vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il parle? Pourquoi il y a la question du temps qui apparaît soudainement dans le texte de Mill? Okay. Alors, concernant le fond, je pense qu'on se voit mardi. Enfin, pas vous, mais la TG3. Lundi, ok. Donc, ça sera pour le coup, ça sera quand quand est-ce qu'on se voit en classe Enfin non, excusez-moi. Quand est-ce que la TG3 se réunit? Normalement, on se voit 2 heures le lundi. On se voit 1 heure le mercredi? Ou 1 heure le mardi, je sais plus. 1 heure le mardi. Alors, le mardi, je donnerai à vos camarades un corrigé en bonne et due forme, tapé.
Et vous l'aurez du coup la semaine suivante. Je pense que je posterai le corrigé sur Dropbox enfin sur Google Drive, pardon, euh, ou je le mettrai en description de ma fameuse vidéo YouTube. Ouais, ouais, il y a toujours des problèmes. C'est extraordinairement tatillon et chiant d'utiliser Google Drive de cette manière-là. Je ne sais pas quoi faire en fait. Le... Enfin, pour certains appareils, ils demandent une confirmation et pour d'autres, non. C'est assez bizarre, oui. Directement sur Pronote? Euh, alors, je vous expliquerai quand la vidéo sera terminée pourquoi je ne souhaite pas franchement le faire. Et il y a des trucs que je ne peux pas dire à l'antenne. Mais on se débrouillera autrement. Voilà. Alors, euh, je voudrais insister sur quelques points. Donc, je vous donnerai le corrigé. À la limite, on fera une séance dessus quand vous aurez lu le corrigé. Il y a quelques points qui sont importants à soulever. Souvent, ce qui n'a pas été compris, c'est l'idée, il faut dire, elle est difficile à manier, cette idée. Euh, L'idée selon laquelle chaque opinion est le reflet d'une partie de la vérité. Alors, il y a une bonne et une mauvaise manière de comprendre cette idée de Mill, et je vais vous expliquer ce qui fait la différence entre les deux. La mauvaise manière consiste à dire, en gros, à chacun sa vérité. C'est-à-dire avoir une conception bassement relativiste de la vérité en disant, mais au fond, la vérité d'une opinion, c'est le degré de croyance que je peux avoir en cette opinion. Du moment que je crois en mon opinion, elle est vraie. Et de ce fait, chaque point de vue a une valeur de vérité. Alors ce n'est pas ce que pense Mill. Mill ne pense pas que à chacun sa vérité. Il ne pense pas que deux opinions contradictoires peuvent être vraies en même temps. Ça serait évidemment une forme d'absurdité. En revanche, que pense-t-il? Il pense que euh, quand on impose la vérité, et la vérité vraie, si j'ose dire, je reviendrai sur cette expression, quand on impose un jugement vrai à une population, quand on impose une opinion vraie à une population par la force, par la manipulation rhétorique, par la censure, on perd toute l'utilité de la vérité. Autrement dit, on perd ce que Mill appelle les effets de la vérité dans un autre texte. Quand, quand on censure une opinion fausse, on rend la vérité, euh, on perd l'utilité sociale, l'utilité scientifique et l'utilité politique de l'opinion vraie. Pourquoi? Parce que Mill se fait une conception, et je l'avais dit, je crois, il se fait une conception dynamique de la vérité. La vérité, ce n'est pas seulement la correspondance entre le discours et la réalité, ce n'est pas seulement l'exactitude du discours par rapport au réel. La vérité chez Mill, c'est un processus
d'émancipation par rapport à nos préjugés. Et cela veut dire que la vérité peut devenir un préjugé si elle n'est pas contredite, si elle n'est pas prise, insérée dans un débat d'idées. On peut avoir des préjugés qui sont vrais, il n'en demeure pas moins que ce sont des préjugés, c'est-à-dire qu'ils ont moins d'utilité, en fait, euh, quand ce sont des préjugés. Ces jugements ont moins d'utilité que lorsqu'ils sont débattus, lorsqu'ils ont besoin d'être défendus sur la place publique. Okay. Alors, je vais prendre un exemple d'une discussion que j'ai eue avec un très bon camarade. Euh, un point de dispute historique euh, qui est la question de savoir pourquoi, alors qu'il y a moins de justes, les justes, ce sont ces familles qui ont caché et sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il y a moins de justes proportionnellement en France, il y a eu moins de justes, et pourtant, les trois quarts des juifs vivant en France entre 1939 et 1945 n'ont pas été déportés et assassinés. Okay. Alors que, par exemple, aux Pays-Bas, il y a il y a eu plus de justes proportionnellement qu'en France, mais les trois quarts des juifs vivant aux Pays-Bas ont été déportés et assassinés. Donc exactement la proportion inverse. Les trois quarts des juifs en France ont été sauvés, les trois quarts des juifs aux Pays-Bas ont été assassinés, alors qu'il y avait plus de justes aux Pays-Bas proportionnellement qu'en France. La question, c'est évidemment pourquoi. Alors, il y a un dogme historique qui est né avec le bouquin de Paxton, qui est La France sous l'occupation, qui consiste à dire que l'État de Vichy n'a été pour rien dans le sauvetage et la survie des Juifs en France. Bien au contraire, Laval et Pétain ont souvent devancé les demandes de l'occupant allemand. Autrement dit, ils ont anticipé sur les demandes des Allemands en organisant eux-mêmes la déportation des juifs étrangers et de certains juifs français, alors même que les Allemands ne leur avaient pas demandé. Et donc, Paxton, et la thèse de Paxton, c'est non, Vichy n'a pas sauvé les Juifs. Paxton a été le premier à critiquer la fameuse thèse des avocats de Pétain à son procès, selon laquelle, pendant que De Gaulle était l'épée de la France, Pétain était son bouclier. Fine, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est vrai. Laval en particulier a une attitude absolument ignoble à l'égard de l'occupant en matière de collaboration et en matière de politique de déportation de la France. Mais, il faudrait que je vous retrouve la référence précise du bouquin, il est devenu impossible d'avoir une analyse critique de cette thèse sans passer pour un négationniste. Okay. Or, il y a des livres qui ont été publiés par Sciences Po Paris, hein, par les éditions de Sciences Po, donc pas franchement un haut lieu de l'extrême droite antisémite, si vous voyez ce que je veux dire, qui ont montré que ce n'est pas Pétain et Laval qui ont sauvé plus de juifs proportionnellement en France qu'ailleurs, c'est simplement l'existence d'un État avec des fonctionnaires français, okay, policiers, gendarmes, etc., pas forcément très zélés pour appliquer les ordres du gouvernement, qui ont permis d'atténuer le nombre de juifs déportés. Autrement dit, ce n'est pas Pétain et Laval qui ont sauvé les juifs, comme Pétain a pu le prétendre à son procès, c'est simplement l'existence d'un État avec des fonctionnaires qui n'étaient pas allemands, avec des fonctionnaires qui étaient français, et comme beaucoup de fonctionnaires,
Ça a évidemment totalement changé aujourd'hui, hein. Je le dis aux autorités qui pourraient regarder cette vidéo un jour sur YouTube. Euh, ces fonctionnaires n'obéissaient pas forcément à tous les ordres de leur administration, si vous voulez, au doigt et à l'œil. Il y avait à cette époque, il y avait des fonctionnaires qui étaient encore à peu près rétifs aux directives ministérielles ou préfectorales. Autrement dit, il y a des policiers et des gendarmes qui recevaient des lettres de dénonciation, qui les mettaient sous la pile. Et donc, euh, d'un point de vue strictement de la fonction publique, qui faisait mal leur boulot. D'un point de vue tout simplement humain, c'est ce que un historien allemand qui s'appelle Brossat, B-R-O-S-Z-A-T, je crois, appelle la résistance. La résistance, ce n'est pas la résistance avec un grand R, tel que Jean Moulin, Brossolette et d'autres l'ont mené en France, c'est la grève du zèle. On vous dit la grève du zèle. Ça veut dire, en gros, on vous donne un ordre. Normalement, c'est fait en 2 heures et vous allez mettre 3 semaines à obéir à cet ordre. Okay. Alors forcément, en fait, ça aide à sauver beaucoup de monde quand on a une politique de déportation. Et ça n'aurait probablement pas été possible si les Allemands avaient imposé ce qu'on appelle un Gauleiter, c'est-à-dire un gouverneur militaire en France. Et dans tous les autres pays où il y a eu un Gauleiter, bah ça a été beaucoup plus... enfin, le sort des Juifs a été bien plus terrible qu'en France, relativement bien plus terrible. Oui. Pardon? Alors, il faut distinguer les pays dans lesquels l'État a complètement été détruit par les Allemands, c'est la Pologne et l'Ukraine, en gros, et les pays où l'administration a été mise sous tutelle allemande. C'est les Pays-Bas, c'est la Belgique, euh, je crois, une partie du Danemark, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Euh, le, il y a le livre de Sciences Po, enfin aux éditions de Sciences Po que j'ai en tête, montre qu'en fait, proportionnellement, il y a eu moins de juifs déportés en Italie, qui est pourtant un État fasciste, qu'aux Pays-Bas. Parce qu'il n'y avait pas d'administration allemande pour gérer cela, et que finalement le fonctionnaire italien, le fonctionnaire de police, le gendarme, le carabinier italien moyen, qui n'était pas forcément un antisémite forcené, il se disait bon ok, ce sont les ordres on va les oublier un petit peu. Okay. Et en fait, si c'est là le résultat de ma réflexion. Si on encadre l'histoire, par exemple, mais c'est vrai de n'importe quelle discipline scientifique, si on encadre l'histoire par des lois mémorielles, c'est-à-dire des lois qui pourraient censurer n'importe quel discours critique qui serait tout de suite taxé non pas de révisionnisme, mais directement de négationnisme, eh bien, on fait de l'histoire un dogme et ça risque de poser problème. Et d'ailleurs, il y a un grand nombre d'historiens qui se sont élevés qui sont inscrits en faux au moment de la loi Pleven. Okay. Autrement dit, il vaut mieux dans ces situations-là, on le voit, une liberté d'expression, quitte à, d'une certaine manière, devoir supporter les piaillements des pseudo-historiens nazis compatibles, si vous voulez, ce n'est pas grave à la limite. Ça se défonce facilement en amphithéâtre, dans un débat télévisé, ce genre d'ordure. C'est pas compliqué. En revanche, ce qui est dommageable, c'est d'une certaine manière de dire à l'historien voilà le cadre dans lequel tu es, et tu ne dois surtout pas en bouger. Tu ne dois pas
tu dois cesser d'interroger, de remettre en cause d'une certaine manière des faits qui sont pourtant, et c'est le cas du bouquin de Paxton, des faits qui sont pourtant avérés. Alors, il y a un deuxième point qui m'a intéressé dans vos travaux. Et à vrai dire, je n'ai pas tellement j'ai pas autre chose à dire que essayer d'approfondir ce que vous avez déjà dit. Il y a beaucoup de copies qui m'ont dit il y a l'opinion et puis il y a le discours de haine. Pas la même chose. Et il faudrait d'une certaine manière pouvoir censurer, au nom de l'ordre public, les discours de haine. Ok. Et de fait, il y a un très bon argument qu'on peut trouver notamment chez mon ancien maître, professeur, et c'est grâce à lui que j'ai eu l'agrég Charles Girard. On peut trouver de très bons arguments pour censurer l'expression d'opinions haineuses. Et cet argument, c'est le suivant. Quand on est menacé dans son intégrité physique, quand on a peur de prendre la parole parce qu'on est sans cesse insulté, injurié, etc., etc., alors, alors il faut intervenir pour censurer ces discours haineux parce qu'ils mettent en cause, c'est ça l'argument, l'égal accès à la parole. En gros, la raison pour laquelle il faut censurer les discours de haine, c'est qu'il y a une rupture du principe d'égalité face au discours. Quand on est la cible de discours haineux, on a peur de prendre la parole. Ok, c'est un bon argument. Mais il y a un problème dans cet argument. Enfin, il y en a au moins deux. Premièrement, est-ce que toutes les haines, est-ce que toutes les opinions haineuses sont illégitimes? Je pense à mon grand-père qui s'est engagé dans la deuxième DFL avec le général Leclerc en 1944 à Paris pour faire la guerre aux Allemands jusqu'à Strasbourg. Ouais, sérieux. Est-ce qu'on allait sincèrement lui demander de ne pas tenir des opinions haineuses à l'égard des Allemands, hein? Je ne suis pas certain que l'esprit de l'appel du 18 juin, c'est vous n'aurez pas ma haine, si vous voyez ce que je veux dire. Okay. Bah, c'est-à-dire que moi je suis plutôt, c'est plutôt un argument aristotélicien que je défends. Il y a certaines haines qui sont légitimes. Et en fait, je pense que les sentiments ne sont pas moraux en soi. Ils le sont, ils ne sont pas moraux, ils ne sont pas immoraux. Ce sont les actions qui sont morales ou immorales, et non les sentiments. Okay. À cela s'ajoute quand même un autre problème. Qui nous dit ce qui est haineux ou pas? Bah, si c'est un juge chargé de condamner les paroles haineuses, il y a un problème, très clairement. C'est-à-dire que il y a un problème politique de fond à confier à un juge l'appréciation de ce qui relève de la haine et de ce qui n'en relève pas. Par exemple, là encore, c'est un propos qui n'engage que moi, ne pas respecter le résultat d'un référendum qui a pu avoir lieu, est-ce que ce n'est pas un acte de haine à l'égard du peuple? La réponse est, ça dépend du juge. Ça dépend du juge qui se prononcera sur la question. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que oui, hein,
mais on demande à un sympathique journaliste comme Christophe Barbier ou Jacques Julliard ce qu'il faut penser de l'opinion du peuple, et on a une autre réponse, forcément. Et donc, le problème d'encadrer les discours de haine par la loi, c'est quand même, d'abord, toutes les haines ne sont pas illégitimes. Il y a une forme d'anesthésie du discours en disant « Ah non, c'est pas bien, il faut pas haïr, etc. » Ah bon, franchement, si tout le monde avait eu cette réaction en 40, je pense qu'on serait toujours en train de parler allemand. Et deuxièmement, je ne suis pas certain qu'un juge puisse apprécier ce qui est un discours de haine ou pas. Ce qui peut être apprécié, ce sont des actes de parole, à savoir diffamation, insulte, menace de mort. Ça, d'une certaine manière, ce sont des actes. Eux, euh, ils ne peuvent pas faire l'objet d'une appréciation objective de la part du juge. Ouais. Oui, mais vous voyez bien qu'il y a une différence entre le fait de vouloir euh, punir des discours soi-disant haineux et de punir des menaces de mort. La menace de mort, on peut savoir ce que c'est si vous voulez. Il y a une appréciation objective de ce qu'est une menace de mort. Hein. Je vais te tuer, sale machin. Non seulement il y a une insulte, mais il y a une menace de mort. C'est plié si vous voulez. Euh, En revanche, condamner certaines critiques du discours religieux, certains leaders politiques, euh, typiquement, hein, enfin, est-ce que Erdogan, Trump, Poutine, euh, quand les unes du monde s'enchaînent sur le fait que Trump est un dangereux psychopathe, là, ce ne sont pas des discours de haine. Okay. Euh, Bizarrement, si vous voulez. Quand d'autres médias osent critiquer, je ne sais pas moi, les mœurs d'un certain ministre de l'Intérieur qui enchaîne les vodka pommes en boîte de nuit avec une assistante parlementaire, là encore, hein, je prie les autorités qui pourraient regarder cette vidéo de croire qu'évidemment je ne vise pas Christophe Castaner. Eh bien là, c'est typiquement atteinte au discours de haine, diffamation, etc. etc. Euh, il est certain que le juge ou le journaliste, par son biais idéologique, n'est pas forcément le mieux à même d'apprécier le discours de haine, puisque manifestement, il en tient tous les jours quand ça l'arrange. Mais à ce moment-là, ce n'est pas un discours de haine. Eva. Oui, apprécier, ça ne veut pas dire liker ou pas liker, ça veut dire peser, en fait, apprécier, évaluer. Ouais. Oui. Je n'ai pas dit ça, à vrai dire, je dis simplement qu'il faut sortir l'idée du sentiment, enfin le sentiment en fait, de l'appréciation d'un acte de parole. Je peux très bien adresser une menace de mort polie à quelqu'un, c'est possible, sans que la haine transparaisse. Ça s'appelle le fiel, par exemple. Hein. Euh, le- Jean-Marie Le Pen était un spécialiste de ce genre de menaces à peine voilées. Il n'y avait pas de haine. En tout cas, c'était très difficile de se dire ah ça c'est un discours de haine. Euh, c'est pas du tout pertinent de cibler un sentiment pour la censure de certains propos ou pas. À vrai dire, moi, ce que je pense, c'est que c'est l'ordre public, comme dans beaucoup de domaines, qui est le critère pertinent pour la censure. Soit une action, soit une parole, euh, mettant en péril l'ordre public, c'est-à-dire la paix, en gros. Et l'État, euh, je vous ferai court dessus, son seul rôle, au fond, c'est de garantir la paix à l'intérieur des frontières. D'autres questions peut-être? Non?
Bon, bah, j'en ai fini. Alors, je vais peut-être interrompre la vidéo.